Aujourd'hui, on se penche un peu sur les coulisses d'Internet. Comment, concrètement, nos appareils arrivent à discuter entre eux à travers ce réseau mondial? C'est vrai que ça paraît magique, mais derrière, il y a toute une mécanique. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu les bases de la connexion, de la navigation, en s'appuyant sur des notes techniques qu'on a pu consulter. L'idée, c'est de comprendre un peu ce voyage invisible des données. Un voyage fascinant. Alors, par où ça commence tout ça? Comment un appareil, disons mon smartphone, se fait reconnaître sur cet immense réseau? Eh bien, tout commence par une sorte de carte d'identité numérique. Une adresse unique. Pour être sur Internet, chaque appareil doit avoir ce qu'on appelle une adresse IP. IP, d'accord. C'est le fournisseur d'accès Internet, Orange, Free, Bouygues, peu importe qui va la fournir. Sans cette adresse, l'appareil ne peut ni envoyer ni recevoir d'informations. C'est la base. D'accord. Une adresse IP, mais j'imagine que c'est pas tout à fait pareil si je fais connecter en Wi-Fi à la maison avec ma box ou si je suis dehors en 4G. Non, effectivement, c'est deux cas un peu différents. La box à la maison, c'est intéressant parce qu'elle est... comment dire? Elle est sur deux réseaux en même temps. Ah oui, Oui, elle gère le petit réseau de la maison, le réseau local, le LAN, mon ordi, la tablette, tout ça. voilà. Et en même temps, elle est connectée au grand réseau Internet mondial, le WAN. Du coup, elle a besoin de jongler avec deux types d'adresses. Une adresse locale, souvent du type 192.168, point quelque chose, Oui, on voit ça parfois dans les réglages. c'est ça. Et une adresse publique, celle qu'Internet voit, qui est fournie par le FEI. Et son rôle, en fait, c'est d'être un routeur, un traducteur entre ces deux mondes, pour que ton smartphone en Wi-Fi puisse parler à un serveur web qui est loin. D'accord, elle fait le pont en gros. Et alors, en 4G ou 5G, quand on n'a pas cette box, Mhm. Là, c'est plus direct. Ton smartphone, il se connecte à une antenne relais, l'opérateur. hmm, Et c'est l'opérateur, le FEI mobile, qui lui donne directement une adresse IP publique. Il n'y a plus ce réseau local entre les deux. Chaque appareil est directement sur le grand réseau. c'est plus simple, non? Enfin, ça paraît plus simple. Pour l'utilisateur, oui, Hmm. mais ça veut dire que l'opérateur doit gérer beaucoup plus d'adresses IP publiques actives et surtout, ça fait passer beaucoup plus de trafic par les antennes relais. Et qui dit trafic et antenne dit consommation d'énergie, j'imagine. Exactement. C'est un point important et souvent un peu oublié. Une connexion mobile, 4G ou 5G, ça consomme nettement plus d'énergie qu'une connexion Wi-Fi. Ah oui, à ce point. Oui, oui, on parle de 3 à 10 fois plus. C'est pas négligeable du tout. Quand on pense à des millions de personnes qui restent en 4G, même quand un Wi-Fi est dispo, l'impact énergétique global du numérique, il augmente. Donc, un petit geste comme basculer sur le Wi-Fi dès qu'on peut, ça a un vrai impact en fait. Tout à fait. C'est une question d'habitude à prendre, pour limiter un peu cette empreinte. Bon, une fois qu'on est connecté, IP local ou public, peu importe, on veut aller sur des sites, utiliser des applis, où est stockée toute cette information? Alors ça, c'est stocké sur ce qu'on appelle des serveurs. Il faut imaginer ça comme des ordinateurs très costauds, allumés en permanence, qui hébergent les sites web, les données des applications, les vidéos YouTube, les photos Instagram. Des sortes d'entrepôts numériques, quoi. C'est un peu ça, oui. Des centres de données, souvent énormes, qui contiennent toute cette information accessible. Et c'est là aussi, j'imagine, que se pose la question de nos données personnelles. Qu'est-ce qui se passe avec nos infos sur ces serveurs, etc. C'est une excellente question et c'est crucial. Quand on utilise un service en ligne, une appli, on envoie des informations sur leur serveur. Mais après, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'on peut vraiment les supprimer? Est-ce qu'on sait comment elles sont utilisées, revendues peut-être? C'est un peu opaque parfois. Souvent, oui. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, regarder un peu les politiques de confidentialité, vérifier si les services respectent bien les règles, comme le RGPD en Europe, qui est là pour protéger nos données. La facilité d'accès, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le contrôle sur nos infos. C'est clair. Alors, pour accéder à un serveur précis, disons celui qui héberge un site comme monantenne.fr, on tape pas son adresse IP genre 20.2.23.4. Comment l'ordinateur fait le lien entre le nom et les chiffres? Ah, là on touche à un autre élément clé, les serveurs DNS. DNS pour Domain Name System. DNS, d'accord. Ce sont en gros les annuaires d'Internet. Quand tu tapes monantenne.fr dans ton navigateur, ton appareil va d'abord demander à un serveur DNS « Dis-moi, quelle est l'adresse IP qui correspond à ce nom ?» Et le DNS lui répond « C'est 20.2.23.4 ». C'est donc lui qui fait la traduction en quelque sorte. Exactement. Sans ces annuaires DNS, on serait obligé de mémoriser des suites de chiffres pour chaque site. Ce serait impossible. Le web tel qu'on le connaît repose sur eux. C'est fou. Mais ça veut dire aussi que ces DNS sont un peu stratégiques.
S'ils tombent en panne ou s'ils sont contrôlés? Absolument. Ils représentent un point névralgique. Une grosse panne de DNS et une partie d'Internet devient inaccessible. Et oui, leur fonctionnement soulève des questions de centralisation, de contrôle potentiel de l'information, de censure ou de surveillance. C'est un maillon essentiel et sensible. D'accord. Bon, on a l'adresse IP de destination grâce au DNS. Maintenant, comment l'information, nos données, elles savent quel chemin prendre? Il doit y avoir des milliards de routes possibles sur Internet. C'est là qu'interviennent les routeurs et leurs tables de routage. Chaque routeur, c'est comme un carrefour sur l'autoroute de l'information. Et il possède une sorte de carte routière, cette table de routage, qui lui dit quelle est la meilleure direction à prendre pour envoyer le paquet de données suivant vers sa destination finale. La meilleure direction, c'est quoi? La plus rapide? La plus courte? C'est un mélange de plusieurs critères en fait. Ça inclut bien sûr la vitesse des liaisons disponibles, mais aussi le trafic actuel sur ces liaisons. Est-ce qu'elles sont embouteillées ou pas? Mhm. Ça prend en compte aussi la qualité de service. Est-ce qu'on risque de perdre des données sur ce chemin? C'est important pour la voix sur IP ou la vidéo par exemple. Et puis, évidemment, est-ce que les routeurs suivants sur ce chemin sont bien en état de marche? Mhm. C'est un calcul assez complexe en fait. Oui, et surtout, un calcul qui doit être refait constamment parce que l'état du réseau, le trafic, ça change à chaque seconde. Mais qui fait ces mises à jour? Comment les routeurs savent que telle route est devenue meilleure qu'une autre? Eh bien, il y a des protocoles spécifiques et même des serveurs spécialisés dont le seul rôle est de surveiller en permanence l'état des routes d'Internet et de diffuser ces informations de routage mises à jour à tous les routeurs. C'est un système dynamique incroyable. Une sorte de Waze géant pour les données. C'est une bonne image, oui. Un système mondial de gestion du trafic, mais à une échelle et une vitesse assez vertigineuses. Ok, alors si on récapitule rapidement. Pour aller en ligne, il faut une adresse IP fournie par le FAI. La connexion passe soit par la box, qui gère local et public, soit directement en mobile, plus énergivore. C'est ça. Pour trouver un site, on utilise son nom URL que les serveurs DNS traduisent en adresse IP. L'annuaire du web, oui. Et enfin, l'information voyage de routeur en routeur, chacun choisissant le meilleur chemin grâce à ces fameuses tables de routage mises à jour en permanence. Voilà, on a les grandes étapes. Ça donne une idée de l'infrastructure incroyablement complexe et dynamique, et pourtant quasi invisible, qui se cache derrière chaque clic qu'on fait. C'est vrai que ça fait réfléchir. Oui, ça met en lumière cette infrastructure sous-jacente, et peut-être ça nous invite à penser un peu à notre dépendance croissante vis-à-vis de toute cette technique, mais aussi à l'énergie absolument colossale qu'il faut pour maintenir tout ça en fonctionnement 24h/24, partout dans le monde. C'est un aspect dont on ne parle pas si souvent.